1000 saisons, la première collection interactive de littérature de l'imaginaire, innove et devient la première anthologie à réalité augmentée. Nous vous proposons de choisir l'univers, l'auteur, l'illustrateur, le compositeur musical de votre prochain roman. Du Plomb à la Lumière est composé de 21 nouvelles, chacune illustrée par un élève de l'école Jean Trubert, associée à une composition musicale inédite et à un reportage cinématographique. À l'intérieur de ce recueil, vous trouverez un code vous permettant d'attribuer le prix 1000 saisons 2017. L'auteur, l'illustrateur et le compositeur se verront confier à l'issue de votre vote la conception d'un roman à réalité augmentée. Et voici quelques extraits de l'anthologie. Les feux de la rampe, Karine Renberg. Nous avons essayé de lui parler, mais nous n'avons même pas pu l'approcher. J'espère que vous saurez l'aider, ce n'est qu'un enfant. Je tourne la tête et sens son malaise augmenter sous la fixité de mon regard. Mes yeux s'égarent sur le côté de son cou, trouvant infailliblement la pulsation révélatrice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus vite, encore plus vite, alors que l'angoisse monte et que le pouls s'emballe. Je me détache de la vision, presque à regret. L'innocent décidera. Laissez-nous maintenant. Oui, messire. Le militaire s'éloigne sans demander son reste pour rejoindre ses collègues. Je l'observe un bref instant, puis me tourne vers la source de la magie qui imprègne les lieux. Entre la lumière de la lune et celle des flammes, je n'ai pas de mal à percevoir une silhouette à genoux sur le sol, protégée par les filaments sombres de l'éther. Je me rapproche sans me presser, et la vision se précise. Un enfant, en effet, d'une douzaine d'années environ, un peu moins peut-être. Des cheveux blonds comme les blés salis par la cendre. De grands yeux bleus, rougis par les larmes ou la fumée. La matière qui se transforme autour de lui sous l'effet de l'éther. Et puis, plus que tout, je sens la marque de l'innocent, comme un picotement grave dans l'air. La faucheuse commençait à lui lécher les chines depuis des heures interminables, dansant autour de lui sans jamais réussir à l'emporter vers l'éternel repos. Ses mains étaient encore sûres, ses bras forts et ses jambes stables. Inflexible de corps et d'âme, malgré la douleur et l'épuisement, aucune attaque ne passait la garde de son grand écu. Sa hache de guerre faisait mouche à chaque coup, tranchant chair et os sans distinction. Son harnois de guerre lourd n'avait été souillé que par les viscères et le sang de ses assaillants, et jamais par leurs frustes armes. Tungrim, tête d'acier, se battait déjà depuis 7 jours, sans relâche, sans repos ni nutrition. Seul, sa formidable condition physique acquise lors de ses entraînements militaires et de ses travaux dans la forge ne lui permettait pas de survivre. Il lui fallait l'aide magique d'une rune des ancêtres ornant son armure. À lui seul, il tenait la gigantesque porte d'entrée de Crackgirn, ne laissant personne passer et empêchant la mise en place du grand bélier de siège. Mais 7 jours, sans la moindre goutte de bière, une véritable ascèse digne des hautes pénitences. Ah, la victoire n'aura que meilleur goût par les ancêtres. Mais comment pouvait-il faillir à sa mission, lui, le gardien héritier du patriarche du clan des Haches Rouges, porteur des armes et armures d'or de l'ancêtre d'Orak, lui, le champion de la haute reine, Hilda Amdor. La mort peut bien attendre, comme dirait son père, et le soleil noir peut bien nous tomber sur la tête. Qu'importe, un nain ne cède jamais. Luc l'avait à peine remarqué lors de sa toute première visite de l'atelier. Il était bien trop stressé par l'entretien d'embauche pour prêter attention à son environnement, notant à peine les regards curieux des employés qui le voyaient passer, accompagné du chef d'atelier. Sa venue était peut-être l'événement du mois. Les travailleurs ne manqueraient pas d'évaluer déjà, à son allure, quel genre d'homme il était, déblatérant leurs théories lors de la pause déjeuner, estimant s'il méritait de rejoindre l'équipe en se basant sur sa coupe de cheveux ou ses vêtements. Luc s'était focalisé sur son interlocuteur qui le trimballait au cœur des presses à imprimer et des machines de finition. Il avait hoché la tête au bon moment, souri quand il le fallait, et scellé son sort à l'aide de quelques traits d'humour. On lui avait fait signer son contrat 2 jours plus tard. Il passait d'étudiant à salarié de façon soudaine, d'un coup de crayon en bas de feuille couverte d'un charabia qu'il ne maîtrisait pas encore. Ce fut le tout premier jour de son travail à l'imprimerie qu'il fit la connaissance de Betsy. Salut à tous, je m'appelle Céline Serron-Gomez et je vais vous lire un petit passage de ma nouvelle marché conduite. Cynthia, déjà impatiente, parcourait ses appartements en long, en large et en travers. Sa chevelure noire, entourée de fines flammes, s'agitait à chacun de ses mouvements. Ses yeux foncés contrastaient avec le rouge sang de ses lèvres et la blancheur de son visage. Elle portait une robe noire moulante que le feu brûlait joliment avec ivresse. On frappa à la porte. « L'ordre est là !» annonça le garde flamifeux en laissant place à Togdo. Cynthia le dévisagea de ses yeux perçants. Petit, trapu,
Il possédait, comme tous les autres, 2 cornes de buffle foncées qui lui retombaient de chaque côté de la tête. Ses yeux de couleurs différentes, l'un rouge, l'autre noir, le rendaient répugnant à son goût. Scintilla vit les fines flammes de son corps se refléter dans l'armure qui recouvrait le torse du commerçant. Contrairement aux autres ogres avec qui elle avait déjà eu affaire, celui-ci avait l'air très jeune, niais même. « Qu'attends-tu, ogre? Je n'ai pas que ça à faire !» s'emporta Scintilla en le regardant avec dégoût. Torgo sursauta et sortit de sa torpeur. Il se prosterna devant son hôte en bafouillant des excuses. « Tu serais bien le premier à ne pas t'agenouiller en ma présence, et le dernier !» lui reprocha Scintilla en grinçant des dents. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse découvrir la suite. Bonne lecture. Ce qui nous lie, Ophélie et Hervé. J'atteins le sommet et m'approche du parapet avec un salut au garde en faction. Il me le rend avec un sourire, puis jette un regard suspicieux à Gabriel. Ce dernier détourne la tête avec une expression de mépris, avant de se retrouver absorbé par le paysage qui s'étend à perte de vue. Oui mon gars, je te présente notre cher désert. L'heure est bien choisie, le soleil se couche derrière les tours en ruine, faisant flamboyer les nuages bas d'un rouge éclatant. Ses doigts s'accrochent au parapet alors qu'il observe, les yeux écarquillés, ce qui doit être pour lui une vision de rêve. Je me remémore un instant le monastère. Des étroites fenêtres qui ne donnaient que sur des bâtiments de pierre, la cour murée dans laquelle avaient lieu les entraînements. Je me souviens de la première fois que j'ai découvert ce panorama et de la sensation de liberté enivrante qui m'a alors envahi. Les doigts serrés sur son crucifix, il ressemble à l'enfant qu'il aurait pu être dans une autre vie. Je crois qu'il prie. Ouvrez les bras. Ces arcades aériennes flanquaient des vitraux et encore des vitraux. Les vitraux étaient partout. Ils toisaient les nouveaux venus avec panache. Leur déluge de couleurs et de personnages racontait Dieu savait quoi. Là, Madeleine creusait des ruisseaux de larmes. Là-bas, Jésus traînait sa croix. Les saints se serraient autour d'une même table. Leurs petites têtes pâles disparaissaient sous la lumière. C'était une brume irisée, d'un bleu aqueux, qui muait en mystère de simples carreaux peints. Les policiers oublièrent, l'espace d'un instant, à quelle profondeur ils se trouvaient. Ils ne se demandèrent pas quel prodige illuminait les vitraux. Ils se contentèrent de les admirer. Ils finirent par s'y perdre. Ils étaient en paix, cet endroit n'était que paix. « Il y a une fleur, remarqua Dupin. Malgré l'absurdité de cette découverte, le sergent mit un temps avant de réagir. « Qu'est-ce que tu me chantes ?» Il chantait la vérité. En baissant le regard, Alan vit qu'il y avait quelque chose au pied de son collègue. Il s'accroupit avec précaution. Entre 2 dalles de pierre, une petite rose poussait. Le bouton n'était pas plus grand qu'1 pouce, mais il se dressait avec une fierté honorable. Quelques gouttes de rosée piquetaient ses pétales. Bleu. Hein? Cette rose est bleue, vieux. Dupin était déjà là de plisser les yeux. Il fallut bien recommencer. Et effectivement, cette couleur qu'il avait d'abord imputée à la lumière venait de la fleur. La rose s'engorgeait. Aucun d'entre eux ne fit de commentaires. Ils savaient tous deux que ce qu'ils voyaient était impossible. Mais c'était là. Ils ne purent que se dire que c'était magnifique. La sirène du tiers-temps retentit dans les casques. Aussitôt, les coups de pioche s'arrêtent, les bottes se démagnétisent, les corps s'affaissent sur le sol. Les andropères déploient les tubes aqueux des plombards qui le nécessitent. Au bout de la ligne, Jandra, la nouvelle, pleure derrière sa visière épaisse. Personne n'ira la consoler. Si elle ne s'endurcit pas avant l'équinoxial, une autre prendra la place de son cadavre et le surnom l'attendre que la ligne lui destine brûlera dans la fosse avec elle. Le siffleur cogne de son poing le casque de Jandra. « Tu dors debout ?» Le nez en l'air, comme à chaque tiers-temps, Jandra tente d'apercevoir le ciel à travers l'enchevêtrement de passerelles du gouffre. C'est toi qu'on aurait dû appeler la rêveuse plutôt que lui. Le siffleur pointe du sommet de son crâne métallique l'autre houx rose qui contemple le sol en silence. « Tu vois quelque chose ?» Jandra secoue la tête. Le siffleur soupire. Le ciel est aussi sombre que le trou du cul de la présidente. Arrête d'imaginer qu'il virera au rouge. L'équinoxial approche. Et comme à chaque fois, on perdra des plombards et on recommencera le lendemain. Personne ne viendra nous sortir du gouffre. Jandra hausse les épaules. On verra bien. On verra rien du tout, à part la gamine vomir ses tripes dans son casque et étouffer. Croda, le chaman le moins expérimenté du groupe, aurait préféré avoir à combattre les 50 soldats que d'affronter un rival. Mourir d'un coup de lance en plein cœur était plus enviable que les tourments occultes dont sont capables les chamans les plus brillants. Son corps se tenait prêt au combat, bien plus que son esprit. Une légère odeur fauve imprégna ses narines. Tendant l'oreille, il perçut un feulement étouffé.
Il crut d'abord qu'un félin approchait, mais il vit une ombre se déplacer lentement à côté de lui. Croda n'eut pas le temps de réagir, il fut jeté au sol. Déjà son flanc gauche saignait. La bête se tenait sur lui, apparaissant sous les traits d'un léopard des neiges. Croda frappait et se débattait, mais la créature possédait une force prodigieuse qui dépassait de beaucoup celle du chaman. Le léopard planta ses crocs dans l'épaule de Croda, il comprit qu'il était inutile de se battre en guerrier. S'il existait un moyen d'affronter la bête, ce devait être sur le terrain du monde des esprits. Se rendre maître d'un tel démon exigeait un pacte fort entre l'esprit et le chaman, dont la nature négociée restait secrète. Un pacte avec un esprit s'entretenait avec des offrandes et des sacrifices. Sa maman lui répétait souvent qu'il aurait dû avoir un peu plus de plomb dans la cervelle à son âge. Cependant, Bruno n'avait jamais très bien compris ce que sa maman, que le bon Dieu l'ait en sa sainte garde, entendait par là, du moins jusqu'à ce soir. Il était assis à même le sol en terre battue, adossé contre les planches disjointes, les jambes entrouvertes. Une puanteur infecte régnait dans la remise. Plusieurs fois, il avait dû faire pipi dedans, parce que les cinglés qui rôdaient là-dehors le terrifiaient trop. Ça faisait 10 jours qu'il se terrait ici, se contentant de satisfaire ses besoins élémentaires. Boire, manger, dormir. Il ne s'était pas lavé, avait oublié jusqu'à l'existence de son rasoir ou de sa brosse à dents. Ces trucs-là, c'était avant, quand la terre tournait rond. Sa salive avait pris une saveur métallique, à laquelle se mêlaient des relents d'huile avec d'autres, piquants et un brin salé. Ses dents cliquetaient contre le canon de l'arbre qui tiédissait au contact de son haleine. Il aurait bien craché pour se débarrasser de ce sale goût, mais il ne voulait pas enlever l'automatique de M. Scoletti de la bouche. Oui, il n'allait pas tarder à avoir un peu plus de plomb dans la cervelle. De là où elle le contemplait, assise à la droite du Seigneur avec la Sainte Vierge, le petit Jésus et tous les saints du Bataclan, sa maman serait contente. Il la retrouverait bientôt au ciel. Mère et fils réunis au sein de la divine lumière de la création. Il ne voyait pas très bien à quoi ressemblait cette fameuse lumière, mais monsieur le curé le lui avait promis. C'était pendant qu'ils accompagnaient sa maman au cimetière. Et monsieur le curé ne promettait pas la légère. Maman avait donc décidé que le moment était venu d'aller rejoindre sa maman. De toute manière, le monde d'ici était fini. Foutu. Bousillé. Les cinglés avaient semé la mort et la désolation dans le village. Ensuite, ils étaient partis. Pas tous, hélas. Et ils n'avaient pas envie de se faire choper par les cinglés. Ils savaient de quoi ils étaient capables. Ils les connaissaient depuis qu'il était petit. La plupart étaient gentils. C'était ça qui avait été le plus affreux. Voir ces gens gentils faire des choses horribles. La boulangère fracassant le crâne de M. Gustave, le pharmacien, à coups de rouleau à pâtisserie. Ou le boucher, armé de son tranchoir, débitant comme des agneaux M. Martienne, Madame Lebrun et Mademoiselle Gachet au milieu de l'œuvre. Les compagnons avaient presque fini d'aménager l'espace nécessaire pour le prochain vitrail d'Adrien, et lui-même ne disposait que de 2 semaines pour terminer son œuvre. Son œuvre parfaite, celle qui le ferait entrer dans l'histoire. De retour à son atelier, il décida d'attaquer son ouvrage. 2 semaines ne lui laissaient guère de marge de manœuvre. Fort heureusement, il connaissait déjà le modèle parfait pour sa Sibylle. Il avait épousé Azélaïs, contre l'avis de sa famille, poussé par la fascination qu'il éprouvait pour sa beauté, pour ses cheveux blonds et ses formes voluptueuses. Il l'aimait, mais en artiste passionné, ne la laissait pas facilement venir à son atelier. Il envoya Gaspard la chercher et prépara son matériel de dessin en l'attendant. Ses calames et plumes sélectionnées, il se plongea dans la mise en place du contexte. Nulle intention pour lui d'évoquer la venue du Christ, ni même aucun motif religieux. La recherche de la beauté seule l'obnubilait. Il imaginait déjà la manière dont le soleil traverserait les drapés de sa toge, colorerait ses cheveux blonds comme les blés, et réduirait l'âme des plombs à quelque chose de si fin que son vitrail paraîtrait couler en un bloc. Une peinture plus lumineuse qu'un incendie, plus vivante qu'une œuvre de Jean Fouquet. Pour composer les motifs du cadre, il disposait dans ses carnets de ses plus belles réussites en matière de dessin abstrait. Il se lança à corps perdu sur l'ébauche de l'environnement et remarqua à peine le retour de sa femme et de son apprenti. Il installa Azélaïs de manière à coller le plus possible à son souhait et la croqua non pas une fois, mais une dizaine avant de parvenir à satisfaction.